Enedis n'est pas plus assuré au titre de la responsabilité civile que n'importe quel autre organisme dit d'État déguisé. Voilà, c'est clair. Par contre, votre assureur, lui, va vous le payer. Mais dans les contrats d'assurance nouveaux, surtout dans les contrats d'assurance mutualistes, et c'est là où c'est bien fait, parce que les mutuelles appartiennent en fait à l'État français, il ne faut pas l'oublier, eh bien, on supprime cette fameuse clause de renonciation à recours contre un auteur présumé d'un dommage. Donc comme ça, la messe est dite. Merci, Michel, c'était court, mais effectivement, ça fait partie d'un chantier qu'il faut continuer à creuser, mais pour ça, il faut des experts, il faut vraiment des professionnels de ce monde-là. Et moi, je remercie Michel de s'être manifesté à travers Marc qui est à côté de nous, là, parce qu'il y a sûrement des choses à gratter là-dessus. Et ça aussi, c'est une des causes qui permet de refuser Linky, notamment de leur demander de produire les attestations d'assurance. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose. Et effectivement, si la législation peut évoluer, ou si le droit passe dessus, on aura des avantages. Alors, je peux dire que pour avoir eu quand même un témoignage très dur, je vais vous citer, c'est M. Régis Morel, qui est habitant de Bièvre, qui a vu sa maison partir en fumée, tout droit son garage et une bonne partie de son habitation, suite à la pause à compteur Linky, et qui est un témoin oculaire direct, qui raconte très bien ce qui s'est passé. Bon, c'est dans les journaux. Moi, c'est pas trop ce problème-là qui m'a frappé, c'est que quand les experts sont venus, ils citaient, moi je l'ai eu au téléphone, et le petit enfant, 23 décembre, je crois 21 décembre, son petit enfant de 7 ans, il a dit à l'expert, monsieur Denedis qui était là, ou quelqu'un, il dit, monsieur, comment le Père Noël va faire pour savoir que j'ai changé de maison? Et la réponse était très intéressante, ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est clair et net. Transition avec Marc Futterman qui va vous parler de l'intelligence économique. Savoir, je fais le lien avec la tasse à café de Linky. Là, vous n'avez pas oublié la tasse à café de Linky. Voilà, Marc va vous dire ce qui se passe. Alors, je vais finir de compléter les propos de Michel avec quelques chiffres qui n'ont pas été donnés, parce que Enedis écrit que le compteur ne brûle pas, sauf qu'il peut fondre, se consumer, intoxiquer les habitants et les envoyer dans les hôpitaux. Il faudrait d'ailleurs que quelques magistrats aient un incendie de Linky pour qu'ils comprennent et qu'ils prennent des décisions en conséquence. Il y a déjà des morts. J'ai consulté l'Observatoire national de la sécurité électrique, sur lequel j'ai rien trouvé, puisque c'est le PAPL de l'électricité. Donc je me suis orienté vers d'autres sources et j'ai découvert la chose suivante, c'est que le nombre de dégâts électriques a doublé de 2012 à 2013 pour s'établir à 600 000. Je rappelle que c'est de 2009 à 2011 qu'on a commencé à tester le Linky. Ensuite, janvier 2016, il y avait 50 000 incendies électriques, donc 136 incendies jour, revue Le Moniteur. C'est pas moi qui le dis, c'est la revue Le Moniteur. Janvier 2018, j'ai lu une source où on avait 76 000 incendies électriques, 200 incendies jour. Il faut distinguer les incendies électriques des dégâts électriques. Les incidents électriques, c'est pas la même chose. La répartition est la suivante. 6% les installateurs d'énergie, donc comme ERDF, 6% installations privatives et installations fournisseurs sans précision possible. Parce que là aussi, les statistiques, vous pouvez toujours les chercher. Alors, il y a un expert auprès de la Cour d'appel de Poitiers qui a déclaré la chose suivante. Il y a une note de 2014, pratiquement jamais au niveau d'un compteur électromécanique ancienne génération, bon, on a eu l'incendie, mais par contre, on a plus fréquemment au niveau des compteurs électroniques de nouvelle génération des incendies. C'est un expert auprès de la Cour de Poitiers qui le dit. Donc, quand vous prenez le dossier des maires de France, ils disent, page 8, c'est le dossier du 3-3-2016, page 8 d'Enedis, il n'y a pas de risque d'incendie lié au compteur Linky. En titre. Ensuite, en dessous, oui, mais dans des cas rares, l'échauffement peut finir par générer la naissance d'une femme au niveau du tableau de comptage. Alors, il faudrait savoir ça brûle ou ça brûle pas. Si ça s'enflamme chez moi, bon, il n'y a pas de problème. Donc il continue plus bas, la très grande majorité des cas, le client remarque le bruit, l'absence de courant et saisit l'équipe ERDF avant que la flamme démarre. Ça arrête de nous prendre pour des idiots. Hein. C'est formidable. Alors on va passer maintenant aux aspects. Ah oui, alors,
il y avait eu un article, 14 mai 2005, article sur Agoravox, sur les lanceurs d'alerte bidons. Alors, je vais faire une réponse aux experts bidons et aux experts psychopathes. Déjà, quand vous prenez les normes qui vont bien, je lis la chose suivante, je lis mot à mot. Les systèmes CPL fonctionnent par transmission de signaux radiofréquents sur des lignes de puissance utilisées pour la distribution d'électricité. Ces lignes de puissance n'étant pas conçues pour la transmission de signaux à débit binaire, les signaux CPL sont susceptibles de brouiller les services de radiocommunication. Lorsque la longueur d'un réseau d'alimentation électrique est sensiblement égale à la longueur d'onde du signal RF en phase, le câble électrique peut se comporter comme une bonne antenne. Et vous savez qui le dit? Il y avait un ingénieur justement de LNE qui m'avait accroché en disant qu'il n'y avait pas de radiofréquence, et bien ça figure, c'est le texte qui figure exactement dans la norme UIT, Union internationale des télécommunications, secteur de Radiocom, rapport UITR SM 2158-3 du 6-2013. Pour compléter le bouquet, les laboratoires de sécurité de télécommunications de l'armée, une centre de recherche de l'ESA, s'est intéressé aux conséquences du rayonnement électromagnétique du CPL lié à sa propagation au travers du réseau secteur d'un bâtiment de 20 mètres par 5 mètres en zone rurale. La conclusion de cette étude est de souligner qu'en dépit de l'attractivité de la technologie CPL due en particularité à son déploiement simple et rapide, des risques de perturbations induites ne doivent pas être négligés. Des équipements radioélectriques au sein même du bâtiment et utilisant la même bande de fréquence peuvent voir leur fonctionnement altéré. On n'a pas le spectre, ça doit être avant, le spectre. Voilà. C'est-à-dire que sur ce spectre-là, vous avez des émetteurs de radionavigation, des émetteurs de la Navy, de la marine, enfin militaire, des émetteurs de top horaire, et je vais vous en apprendre une bonne, je ne le savais pas, je viens de le découvrir. Il semblerait que la norme 61022 n'est pas finalisée. Elle sera finalisée, et c'est une norme sur les compromissions électromagnétiques. Elle ne sera finalisée que dans le courant de l'année. Donc on a déployé un système, à mon avis, illégalement, puisqu'on ne s'est pas préoccupé des problèmes d'interférence sur les systèmes sensibles. Ce qu'on appelle système sur les zones sensibles, c'est les aéroports, les bases de l'OTAN, les centres d'écoute, tous ces gens-là qui ne veulent pas du CPL, bien évidemment. D'ailleurs, c'est interdit sur certains aéroports, comme ça le problème est réglé. Donc, alors, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été pris en compte également par les avocats, c'est la conformité par rapport au code des postes et des communications électroniques, article L3212. Celui-là aussi, il ne faut pas l'oublier, il existe cet article. Alors, il y a quelque chose de très intéressant pour les EHS. Il reste, je lis textuellement, c'est extrait d'un rapport, il reste des particuliers où les compteurs sont dans des pièces très utilisées et à proximité. Où les compteurs sont dans des pièces très utilisées et à proximité immédiate des personnes y stationnant durablement. Typiquement, une chambre d'étudiant fait de 8 à 10 mètres carrés. Il en existe, hélas, beaucoup. Des adaptations légères quant à l'installation du compteur devraient, dans ces cas, être envisagées. Donc, ça figure dans le rapport de janvier 2017 du ministère de l'Environnement, donc M. Hulot. Et puis, c'est précisé qu'une panoplie de configuration pourrait permettre à l'installation de moins exposer les occupants. Déplacement du compteur, sur une faible distance, changement d'emplacement, et écran léger relié à la Terre. C'est dans le rapport du ministère de l'Environnement. À part ça, bon, il paraît qu'il n'y a pas de problème, mais si vous avez 4 ou 6 compteurs sur un même panier dans un immeuble et que vous habitez de l'autre côté et qu'on va vous rajouter un module ARL à 100 mW, excusez-moi, il va y avoir des problèmes de santé en pagaille. Surtout si le module ARL est mis partout. Alors, qu'est-ce que disait Barry Crower, avec qui j'ai correspondu? C'est un scientifique, physicien, ex-militaire, ex-officier des services de renseignement britanniques, excusez du peu. Il disait la chose suivante: je pense que quiconque met du Wi-Fi dans une école devrait être emprisonné à vie. Je le pense vraiment. Je pense qu'ils ne sont pas aptes à fouler la surface de cette planète puisqu'ils ne sont pas informés des recherches. Enfin, je vous dirais plutôt qu'ils ne veulent pas être informés des recherches, pour être parfaitement clair. Donc ensuite, on va passer à la partie intelligence économique.
Oui, je vais essayer de faire vite. Alors moi j'ai une formule mathématique, la règle 31, la règle 3i 2c. Alors je vais traduire, ça va... alors incompétence, inconscience, irresponsabilité, conflit d'intérêts, corruption. Je crois que ça résume ce que disait M. Dupont-Aignan tout à l'heure. Alors, objet connecté égale danger. Parce que vous avez des applications pour smartphone, et vous en révélez une bonne. Vous avez des agents de la DGSE qui sont sur le terrain, sur les champs de bataille, qui se sont fait piéger à cause d'applications qui sont mises sur les téléphones portables, ou à cause des montres connectées. Donc si les agents de la DGSE se font piéger, excusez-moi du peu, en matière de sécurité, nos ministres, ils ne sont pas à l'abri. Ils seront les premières cibles, ainsi que les députés et les sénateurs. Et je peux en parler, parce que j'ai découvert en 2012, et j'ai fait un constat de huissier, parce que les emails pour 250 députés et sénateurs étaient détournés dès qu'il y avait un mot-clé précis dedans. C'est-à-dire que les robots surveillaient les box, les emails des députés et sénateurs. C'est moi qui ai fait avec un huissier la recherche. Alors, vous avez les jouets connectés, montres connectées. Alors, jouets connectés, montres connectées, Madame Merkel a demandé à ce que les gens les mettent à la poubelle, parce que ce que vous oubliez, quand vous payez à vos enfants, alors pour vous, Français, ça n'a pas d'importance. Vous, c'est important, c'est pour les PDG d'entreprise, pour les gens qui travaillent dans la recherche. Si vous achetez des jouets connectés, comme la poupée Barbie qui a été renommée poupée Stasi, il ne faut pas oublier la chose suivante, c'est qu'il y avait 2 micros dedans, et vos Smart TV sont équipés également de 2 micros, un dans la télécommande et un dans le téléviseur. Ce qui fait qu'on peut espionner les députés à distance, y compris par les téléviseurs. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Il suffit que le téléviseur soit branché sur la box et on récupère vos données. Y compris si vous connectez une clé USB ou un disque sur le téléviseur. On récupère votre donnée. Alors, il y a un ordinateur, on va passer à l'ordinateur. D'ailleurs, Canard PC, c'est vachement marrant parce qu'il disait que c'était un indique idéal. Alors maintenant, voilà ce qu'on avait dans les années 30 comme capteur. Ou comme carte mémoire, c'était des cartes perforées. Alors, Giléus, quelqu'un le sait d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, quelqu'un disait que plus le mensonge est gros, plus ça passe. C'est vrai. Pour la gestion des comptes de concentration, vous aviez des ordinateurs, et voilà le genre de carte qu'on utilisait. J'ai d'ailleurs des machines comme ça chez moi, j'ai encore un Honeywebbul chez moi. Et ce qu'on fait à l'heure actuelle, la mise à jour, c'est tous les 3 mois, sauf qu'avec le compteur Linky, ce sera tous les 30 minutes. Ah ben oui, 3 mois à 30 minutes, donc vous allez avoir, et encore si on met le module URL, je me demande si on ne sera pas obligé de le déclarer, de ouvrir un compte, et comme le pristique, l'information au niveau de la pristique, c'est tous les 2 secondes, je ne sais même pas s'ils ne piqueront pas les informations tous les 2 secondes. Donc, vous avez au niveau du fichage, de flicage, et bien on retourne aux années 30 carrément, sauf qu'à la place des cartes perforées, vous aurez des compteurs connectés. Donc, bon, je ne vais pas évoquer tout ça, je vais passer rapidement à la suite. Alors, fichage, flicage, 3 réseaux de surveillance. Il y en a un qui est en GPRS, l'autre qui est en 169 MHz, c'est le gaz, l'eau froide, 868 MHz, il ne faut pas oublier les réseaux LoRa qui arrivent. Le plus grave, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il va y avoir également des plateformes de centralisation des données. Comme Microsoft IoT, OpenWay arrivera de Itron. Itron qui est une compagnie américaine qui existe depuis 1977 aux États-Unis, dont EDF était client. Donc Itron France a comme fournisseur, a comme partenaire, des gens qui sont fournisseurs de la NSA, des services secrets du Pentagone et tout le cirque. Donc quand je vois qu'Itron a des gens comme ça comme partenaires, et puis qui vont équiper nos maisons avec des compteurs. Alors j'ai eu une discussion avec certains chefs d'entreprise dans des salons comme Eurosatori et puis Euronaval et autres, et certains m'ont percuté, ils me disent, mais dites donc, c'est bien beau cette histoire-là, on va pouvoir surveiller notre production à distance. Ah, je dis, un PDG intelligent, vous commencez à comprendre qu'on va pouvoir espionner votre production à distance. Parce que là aussi, je vais réagir sur certaines informations qui ont été divulguées, qui disent qu'on ne sait pas reconnaître un électron qui vient d'une machine à laver ou d'un radiateur électrique. Ça me fait vachement marrer parce que
j'ai acheté dans les années 90 un analyseur de réseau. L'analyseur de réseau permet de détecter, de savoir dans un immeuble, donc dans une usine, quelles sont les machines qui démarrent ou qui s'arrêtent. Donc venir dire, en plus, moi qui ai quand même manipulé du matériel Tempest, avec le matériel Tempest, on était capable, de l'autre côté d'une rue, de détecter ce qui était tapé sur un écran d'ordinateur. À l'époque, on n'avait pas de clavier sans fil, ni de, ni de Wi-Fi. Donc, au congrès IoT de Security Boston, Arlette Hart, chef de la sécurité de l'information au FBI, indiquait le coup l'emporte sur la sécurité. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. C'était en septembre 2015. Mais nous avons, dans le même style, en janvier, au Forum international de la cybersécurité, un responsable de l'ANSSI qui disait « Demain, nous aurons des morts ». Alors, Alain Juillet, président de l'Académie de l'IE, ex-directeur de la DGSE. Alors, je peux vous dire que j'avais rencontré un ancien patron de la DGSE en 2002-2003 avec Thierry Jean-Pierre d'ailleurs, et je lui ai dit, mais pourquoi les députés ne réagissent pas? Et alors il m'a répondu, je suis resté estomaqué, il me dit, oh mais vous savez, ils se croient au-dessus de tout, ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Et Alain Juillet a fait la même genre de déclaration, il disait la chose suivante lors d'un colloque, dont j'ai retranscrit ses paroles, la plupart des chefs d'entreprise et des politiques n'ont pas compris tout ce qu'ils peuvent tirer du numérique, mais ils n'ont pas non plus compris tous les dangers qu'ils ont du numérique. Et il expliquait, ça fait 20 ans que nous, on passait notre temps à dire « Attention, vous êtes écoutés, vous êtes piratés, vous avez utilisé ça ». On nous traitait, comme le disait monsieur Dupont-Aignan tout à l'heure, on nous traitait de fous dangereux, de malades, enfin d'obsédés, enfin tout y passait. Et puis là, eh bien, ils ont découvert que c'était vrai. Donc même les patrons de la DGSE, ils n'arrivent pas à se faire écouter. Et puis c'est pas le seul que j'ai entendu. Alain Juillet, c'était un ex-directeur de la DGSE. Donc ce qu'il faut voir, c'est que vous avez 20%, alors il disait 20% de la population prennent les choses au sérieux et vont avancer. Mais par contre, le 80% reste laxiste, c'est-à-dire qu'ils ne font rien, y compris parmi nos politiques et nos ministres. Bon, quand on a des ministres ou des conseillers de l'Élysée qui vont chercher des cabinets américains pour faire des audits sur des boîtes qui travaillent pour la défense, excusez du peu, il y a un malaise. Alors, pour finir, par qui sont dit. Alors, justement, tous ces matériels qu'on voit se multiplier vont servir à espionner les ONG. Quand vous allez organiser une réunion, on va le savoir avec le nombre de chasses d'eau qui sont tirées. Je vous signale que dans les dictatures étrangères, on fait la surveillance des fleets, ce qui permet de savoir combien de personnes vous avez chez vous. Mais ça, en France, on est des bisounours. Hein. Bon, c'est de la paranoïa. Donc d'ailleurs, ceux qui, comme moi, dénoncent ces aspects-là, on est attaqué par qui? On est attaqué par des multinationales, leur cabinet de com, leur officine de l'intelligence économique, les agents de services de renseignement étrangers, et puis les bisounours trentenaires, les cheats, qui sont accros à toutes les technologies. Les incompétents et autres. Donc voilà à peu près... J'ai tout dit, est-ce qu'on a passé? Il est bon celui-là. Il reste une personne à passer. Je vais remercier Marc parce que c'est pareil, c'est un sujet aussi qu'il maîtrise bien, qu'on ne va pas développer à fond, mais il y a plein de choses à dire, on pourrait presque faire une réunion rien que là-dessus. On n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas dans le Big Brother futuriste, c'est dans la réalité. Je vais devoir laisser parler. Je vais vous faire juste une petite réflexion. Ce qui est très important dans mon expérience, c'est que le compteur Linky est équipé de 2 modules, des condensateurs dont la durée de vie est extrêmement courte, puisqu'il s'échauffe, et c'est ça qui fait brûler le compteur Linky. Et la deuxième chose, c'est que c'est équipé également d'une pile. La durée de vie d'un compteur Linky est estimée par Énergie 20 ans. Or, la durée de vie d'un condensateur, c'est entre 4 à 5 ans. Et la durée de recharge de la pile au lithium qui est équipée sur ce type de plaque électronique, elle est de moins de 10 ans. Donc, de toute façon, les compteurs Linky n'ont pas une durée de vie importante. Le compteur électromécanique, c'est 50 à 100 ans, il n'y a pas de problème, puisque ça tourne tout seul, et c'est uniquement des systèmes électromécaniques. Alors que le compteur Linky, qui est un système électronique, il ne durera pas plus de 10 ans au niveau de la durée de vie de la machine.
C'est tout. Des fois, il dure même pas un mois. Même pas une semaine, quelquefois. Je vais passer la parole. Alors, je vais peut-être faire juste un point. C'est Jean-Pierre qui va conclure. Je voulais vous passer un petit message. Aujourd'hui, à cette assemblée, il devait venir quelqu'un. Cette personne s'appelle Maître Corinne Lepage, donc avocate. Madame Lepage, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, fait l'objet d'une action, a démarré une action avec le cabinet Expressen et Smart Cab. Mais par contre, elle nous a prié de lui citer ce qu'elle a écrit. Donc, je vais vous le refaire, parce que là, effectivement, je l'avais sur une autre machine. Alors, je vais vous dire exactement le courriel qu'elle vous a envoyé, parce que c'est pas que moi. Voilà. Alors, donc, mesdames, messieurs, donc Madame Lepage, mesdames, messieurs, je vous remercie infiniment pour l'invitation que vous m'avez fait parvenir en vue d'une réunion que vous organisez à l'Assemblée nationale lundi après-midi sur les compteurs Linky. Comme vous le savez, avec mes confrères Maître Durand et Maître Lequelac, nous avons décidé de travailler ensemble sur ces dossiers aux multiples facettes. Malheureusement, prévenu tardivement, il y a un petit couac, mais ça nous arrange. Je ne pourrai être des vôtres lundi après-midi, mais il va de soi que vous avez mon entier soutien dans ce combat qui touche à la fois à la santé, aux libertés individuelles et à la protection des données personnelles. Voilà. Donc, Madame Lepage, je tenais à avoir cette déclaration, sachant que ce matin, il y avait une conférence de presse, justement, en son étude, avec les deux avocats que vous avez vus tout à l'heure, avec les médias, et je dirais que c'était pas mal d'avoir cet après-midi, c'était pas forcément prévu comme ça, et d'avoir cet après-midi ce colloque. Donc ça fait une bonne gestion, une bonne continuité. Voilà. Je vais laisser Jean-Pierre qui va conclure d'ailleurs. Alors conclure, je ne sais pas, parce qu'à mon avis, il y en a encore du pain sur la planche. Oui. Mais en tout cas, faire ce que je me suis engagé à faire. Donc merci à l'ARP pour son invitation. Donc je me présente, Jean-Pierre Clément, engagé depuis septembre 2016 dans cette affaire anti-Linky, puisque j'anime le collectif Linky Non Merci du 13e arrondissement de Paris, et que je participe à l'animation de ce qu'on appelle vigoureusement le SCALP Île-de-France, parce que on s'est moqué de nous parce qu'on avait un sigle trop gentil dans le 13e, alors on a proposé le SCALP, qui est la Solidarité et Coordination Anti-Linky Paris-Île-de-France, c'est-à-dire la coordination à laquelle on se retrouve avec l'ARP, avec tous les collectifs qui y viennent, qui y passent, qui repassent. Voilà. Et je précise d'ailleurs, je fais une petite annonce avant de faire ce que j'ai convenu de dire, je précise d'ailleurs que le 5 mai sera une journée nationale anti-Linky. Pourquoi ? Pas parce qu'on l'a décrété, mais parce que plusieurs régions s'y sont mises, puisque nous avions un Grenoblois à cette tribune tout à l'heure, la région Rhône-Alpes fera une chaîne humaine dans le Vercors. Bon, nous on est plus modeste sur Paris, on s'est dit que tous les collectifs pouvaient se saisir de cette journée du 5 pour prendre des initiatives le matin, et que l'après-midi, eh bien, nous écraserons, parce que c'est ce qu'on avons l'intention de faire, nous écraserons une montagne de compteurs Linky. Une condition, ça sera très probablement en place de la République, c'est que vous veniez tous avec votre boîte à chaussures et la fiche Linky à coller dessus, pour les agriculteurs de pouvoir s'arranger. Donc le 5 sera une journée symbolique, mais pas uniquement. J'en rajoute pas, tous les intervenants ont dit qu'il fallait se mobiliser, donc voilà ma minuscule pierre à l'édifice, c'est faire la petite annonce. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter n'est pas celui-là, c'est le rapport de la Cour des comptes. Alors c'est un peu plus austère, je suis désolé, je ne vais pas vous le chanter, mais ce rapport de la Cour des comptes, quand il est tombé le 7 février, a été l'occasion donc d'un événement médiatique comme les interventions de la police municipale hier, ça a été un événement médiatique parce qu'une structure de l'État a mis en cause de façon assez vigoureuse le programme Linky. Alors pas sur le plan qu'on vient d'évoquer, pas pour remettre en cause les principes juridiques sur lesquels c'est fondé, la technique, etc. Pas du tout. Mais sur l'équilibre économique, en mettant en cause le modèle économique déclaré
par Enedis et par les structures de l'État, la structure de régulation de l'énergie, la CRE, donc de façon assez vigoureuse. Donc dans la première partie du rapport, il rappelle le cadre général dans lequel il y a quelques petites choses intéressantes quand même, donc il faut citer. D'abord, le coût estimé par la Cour des comptes du déploiement de Linky, donc qui n'est pas de 4,5 milliards, mais plutôt de 5,7 milliards d'euros. Donc ça, c'est l'estimation de la Cour des comptes. Bon, il y a un petit delta, hein, vous avez vu. Il rappelle aussi, ce qui est très intéressant, qui possède les compteurs, parce que lorsque nous sommes agressés par les sous-traitants d'Enedis, mais c'est pas à vous, truc, machin, c'est à nous. Non, c'est pas à nous. Je cite, les réseaux publics de distribution restent la propriété des communes qui confient, le cas échéant, en déléguant leurs compétences à des syndicats intercommunaux ou départementaux, la gestion de ces réseaux aux distributeurs. C'est ce qui est écrit, et on rajoute le compteur. Donc, ces petites choses-là sont très intéressantes, c'est pour ça que ce rapport est très instructif. Il rappelle l'origine du droit européen. Alors, ça a été dit déjà au cours, il n'y a aucune obligation de mettre en route des compteurs communicants dans un des États membres, puisque, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, 8 États ont prévu de ne pas les déployer ou de ne le faire que pour certains consommateurs, et donc suit la liste que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, l'Allemagne, la Lettonie, la Slovaquie, la Belgique, la Lituanie, le Portugal, la République tchèque et la Slovaquie. Très intéressant aussi. Et ils nous disent aussi pourquoi et comment le déploiement des compteurs communicants d'électricité a été important en Italie et à quelles conditions ça s'est fait. Eh bien, en Italie, ils l'ont fait. Alors, le motif officiel de l'État italien, c'est parce qu'il fallait faire face à la fraude, dont acte. Mais surtout, ils l'ont fait sans transmission par ondes électromagnétiques. Tout passe par nos bons vieux câbles, leurs bons vieux, étaient italiens, câbles de téléphone. Voilà la grande différence. Alors, sur le plan du droit et de la protection des données personnelles, aucune différence, c'est un compteur communicant, on est bien d'accord. Mais au niveau de la santé publique, ça fait quand même une différence. Et ça, c'est la Cour des comptes qui le dit. C'est pas mon collectif anti-linké de Paris, hein. C'est la Cour des comptes. Pour l'Allemagne, donc l'Allemagne a des motifs particuliers de ne pas déployer, donc c'est partiel, c'est parce que la majorité c'est inférieur à 3 kW, et en raison de la structure, parce qu'en France, 90% de la distribution électrique est assurée par Enedis, alors qu'en Allemagne, il y a 900 distributeurs. C'est pas tout à fait la même chose, évidemment, ils ont d'autres problèmes. Ça fiche le bazar. Donc tout ça, c'est dans la partie, je vais essayer de tenir les 8 minutes, hein, bien sûr. Je compte sur mon président de séance. Bon, tout ça est parti, en fait, ils reviennent, et c'est intéressant, à l'origine de ce programme, qui est la loi du 13 juillet 2005. C'est-à-dire, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, la privatisation du grand service public d'électricité qu'était EDF. Hein, puisqu'on a parlé au présent, au futur ou au passé, c'est un service public, c'en est pas. La Cour des comptes, elle a bien les yeux en face des trous, elle dit c'est là qu'est l'origine. C'est pas pour maîtriser l'énergie. Ça, c'est moi qui dis. Donc, c'est toujours intéressant, et donc c'est bien, de par les nécessités, et de par un projet industriel, j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui, c'est pas un grand complot, le Linky, c'est pas des institutions incompétentes. Non, 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 non. Il y a un projet politique qui date de 2005, et il y a des projets industriels très construits qui ont été décrits. C'est pas des magouilles, hein, et la Cour des comptes non plus. Voilà. Et puis, on revient aux dispositions, alors là, je passe, hein, la loi de 2010, la loi de 2015, il recadre tout ça. Il précise aussi que le rôle de la commission de régulation de l'énergie, qui, je cite, détermine les méthodes utilisées pour la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, c'est la future taxe, la TURP. Parce que vous allez le voir dans la suite, moi je croyais, je l'ai écrit et je l'ai dit, je croyais qu'on payait les compteurs Linky, d'une part avec la suppression des relevés, et d'autre part sur nos taxes actuelles. Mais c'est plus subtil.
et vous allez voir qu'il y a un équilibre économique auquel moi je ne m'attendais pas, que les choses soient très claires. Donc j'ai dit des bêtises dans mon collectif, mais c'est pas grave, je peux rectifier maintenant. Et ils disent des bêtises techniques d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas lu le rapport du CSTB dont on parlait tout à l'heure. Ils citent le CPL comme étant un courant porteur en ligne en amont de nos compteurs. Or, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les courants porteurs en ligne diffusent partout dès lors qu'il y a quelqu'un dans l'immeuble qui en a, grosso modo, pour simplifier. Donc tout ça, ce sont des magistrats, ils s'intéressent au contexte. J'arrête sur le contexte. Et après, on passe au dur. Je cite. Chaque compteur nous coûtera 130 € que nous payerons, donc que nous ne payons pas encore, par un système un peu compliqué à partir de 2020 ou 2021. Les coûts de pose des compteurs, je cite, ont été optimisés, mais cette optimisation a été faite au détriment de la communication avec les usagers. En effet, l'installateur n'a que peu de temps pour expliquer le fonctionnement de compteurs, puisque le temps total de pause est en moyenne de 30 minutes. Ça correspond aux déclarations de M. Monloubou d'ailleurs. Donc, ils citent les chiffres, et ils disent une des causes des difficultés, alors ça c'est l'analyse de la Cour des comptes, est le défaut de communication. Mais vous allez voir à quoi ça correspond. Ils disent que ce sont des conditions, les conditions qui ont été consenties sont, je cite, avantageuses pour Enedis, un financement assuré par les usagers. Les choses sont claires. Et apparaît c'est là que j'ai, ce qu'ils appellent le différé tarifaire, dont la Cour des comptes estime que son coût est excessif. En effet, comme l'équilibre prévu de la mise en place des compteurs Linky était basé sur la suppression de la relève à pied. Or, ça ne fonctionne pas. Que choisir d'ailleurs la citer parmi les sondages qu'il a fait. Les gens qui ont vu le compteur Linky posé chez eux voient toujours passer le releveur de compteur. Bon. Non, 19,80 € à l'année pour quand vous avez un Linky, 19,80 € à l'année quand vous n'avez pas de Linky. Voilà. C'est ça, c'est dans le truc de Turp, c'est noir sur blanc. Voilà, c'est ce qui n'est pas encore, c'est ce qui est proposé, qui n'est pas encore inscrit dans les... Alors, ils ont fait, ça y est, je suis bon. Donc, en fait, comme ils n'ont pas pu financer la pause comme ils voulaient, ils ont emprunté de l'argent. Donc, ils ont emprunté de l'argent, le taux d'intérêt de cette avance est le taux d'intérêt. Alors, pardon. Donc, c'est une avance. Ce différé constitue une avance faite par Enedis, donc qui devient notre banquier, remboursée par les consommateurs à partir de 2021. Bon, le taux d'intérêt de cette avance, parce que c'est un banquier, donc c'est normal, il y a un taux d'intérêt, est de 4,6%. Et les intérêts s'élèvent à 785 millions d'euros. Alors la Cour des comptes, qui n'est pas bête, a dit « Ah oui, mais c'est pas bête, mais nous ont demandé de l'argent d'abord. » Ils ont emprunté, déjà, ils ont emprunté au privé, ils ont emprunté de l'argent pour développer. Qui se débrouille. Il faut bien qu'ils développent les compteurs. Donc ils l'ont emprunté au taux de... Allez, donnez des chiffres. 0,63%. Monsieur a la bonne réponse, 0,77%. Cherchez l'erreur. Voilà, c'est nous qui payons les intérêts, la différence d'intérêt. Ça s'appelle de la spéculation financière. Ça s'appelle du business. Spéculation n'est pas un mot péjoratif, ça veut dire qu'on espère que... Moi je dirais que c'est du vol. On spécule. Donc, Carrément. Donc ils ont fait, je vous ai donné un chiffre un peu exagéré, on ne va pas payer 785 millions d'euros d'intérêt. Non, quand on déduit ce qui n'avait pas été emprunté, truc machin, la Cour des comptes a fait, c'est 506 000 millions d'euros qui sont du paiement par nous de l'opération financière d'Enedis. Voilà ce que dit la Cour des comptes, c'est marqué noir sur blanc. En partie nous, à titre individuel, en partie l'État, à qui nous versons quand même nos impôts. Alors, ils ont une petite courbe qui est intéressante parce qu'ils ont analysé comment ça se passait. Alors, la courbe, je ne vais pas vous la projeter, mais ils ont, dans leur rapport, ce qu'aurait coûté
la pratique actuelle, c'est-à-dire on remplace les compteurs quand ils sont défaillants ou obsolètes, ils ont placé la courbe du déploiement d'Elinky et la courbe financière. Et dans ce jeu de trois courbes, bon, c'est des magistrats, mais ils sont quand même un peu économistes, on voit très nettement que l'on va payer une fois et demie, puisque bon, je pense qu'on le paye quand même déjà une fois, les compteurs. Donc, le diagnostic de la Cour des comptes est très clair. Si Enedis respecte en 2019 les coûts, les délais, les niveaux de performance, qui n'atteignent pas, hein, ils n'y arrivent pas pour le moment, donc ils auront réalisé 10,3% de la valeur actualisée nette des actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors on ne dit pas bénéfice dans ce cas-là, mais c'est, en fait, c'est ce qu'on nous a piqué, quoi. Voilà. Parce que je ne sais pas caractériser. Hein. Est-ce que c'est le bénéfice? Est-ce que là, je ne suis pas. Hein, c'est la rentabilité. Voilà, c'est une excellente affaire. Bon, alors, je pense que ça valait le coup d'être dit. La Cour des comptes pointe ce que vous venez de dire sur la durée de vie, hein, en disant. Alors, il ne conteste pas. La Cour des comptes ne connaît pas la durée de vie d'un condensateur, mais elle sait compter. Elle a vu qu'on n'a pas pris en compte la mise à jour des systèmes d'information. Donc, autrement dit, tout ce qui est développement informatique, etc., ce qui fait quand même un petit manque. Donc, ils n'ont pas trouvé le même défaut. De logiciels qui n'ont pas pris en compte. Voilà. Et ils ont trouvé ça. Alors, je passe, hein, bien sûr. Ce qui est intéressant, on a parlé de la CNIL tout à l'heure. Alors quelqu'un a dit la CNIL ne fait pas son travail, je ne suis pas d'accord, la CNIL fait son travail. La CNIL est en dessous de tout ce qu'elle pourrait, d'ailleurs qu'elle a dit, quelqu'un a porté plainte, ça n'arrive jamais, parce que, voilà, et ils font ce qu'ils ont les moyens de faire. Alors ils ont essayé, et la Cour des comptes dit, il a fallu attendre 3 ans après la recommandation de la CNIL de 2012 pour préciser les conditions d'enregistrement de la courbe de charge. Et c'est vrai. La courbe de charge, le relevé de la courbe de charge dans l'industrie, c'est courant, on appelle ça les points 10 minutes depuis très très longtemps. On relève la puissance et la consommation toutes les 10 minutes pour toutes les grandes collectivités, etc. Donc, c'est ce que voulait faire Enedis chez nous. On sait les conséquences que ça a, c'est littéralement de l'espionnage, bon d'accord. Donc la CNIL l'a dit dès 2012. Mais le décret qui vient de fixer la durée autorisée a été publié le 10 mai 2017. Ça veut dire qu'Enedis n'en a pas tenu compte et l'État non plus. L'État non plus n'a pas tenu compte des... Et ça, la Cour des comptes le constate. Elle n'en tire pas les conclusions que je tire, mais le constate. Donc, et la CNIL, en fait, s'avère, ça c'est mon commentaire, bien impuissante à remplir les missions qui sont la sienne. Elle a pris la main dans le sac la société Direct Énergie qui transmettait des données un petit peu sur le mode de la publicité au pot de café là, de tout à l'heure. D'accord, et après on fait quoi? Voilà. Donc en fait, il y a des institutions qui tournent, mais qui tournent jusqu'au moment où on les laisse tourner. Donc je n'ai rien ni pour ni contre la CNIL, parce que là j'ai l'air gentil avec la CNIL, hein, mais c'est parce que ils ont donné des prescriptions, l'État ne les suit pas, et Enedis non plus. Voilà. Conclusion. Et voilà, j'arrive au paragraphe, conclusion et recommandation, je suis top chrono. Néanmoins, l'analyse bénéfice-coût au niveau de la distribution ne peut à elle seule justifier économiquement le projet. Et l'état actuel des travaux, le système n'apportera pas les bénéfices annoncés en ce qui concerne la maîtrise de l'énergie. Et top. Ça veut dire, vous savez pertinemment que les militants écologistes, les élus écologistes se sont trouvés divisés sur cette question. Un programme politique écrivait noir sur le blanc le droit de chaque citoyen, à titre individuel, de pouvoir refuser les compteurs communicants. Or, en 2015, ça a été oublié. Eh bien,
c'est la Cour des comptes qui tranche, qui dit c'est pas avec ça qu'on va gérer, qu'on va faire des progrès en matière d'énergie. Tout le bénéfice est pour la société Enedis, filiale d'EDF, qui a repris récemment les activités d'Areva, qui lui-même est en déficit de... je ne sais pas. Mais je vous laisse faire le calcul, c'est hors sujet. Là, on est dirigé par des incompétents, c'est pas possible. Il ne faut pas avoir peur de le On dire. va conclure, parce que là, vraiment, on va se rajouter dehors. Pour l'instant, on ne fait pas de bruit. D'un mot, donc, merci. Moi, je voudrais remercier tous. Alors, deux personnes qui vont prendre d'un mot, parce que c'est important. On va se faire virer. C'est bon, alors, on y va, on arrête. Attendez, juste un mot. Je voudrais remercier d'abord, tous vous remercier d'être venus. Je sais qu'il y a des gens de province, de Paris, etc. Attendez, donc voilà, les intervenants, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir travailler. Nous, on est preneurs de toutes les informations, toutes les données, tout ce travail. On peut vous apporter chacun autour de cette salle, cette tribune, tout ce qu'on le connaît. Tous ces éléments-là peuvent être, comme l'a fait Jean-Pierre, comme l'a fait tout à l'heure Michel ou Marc. On travaille sur du concret. Voilà. D'un mot, Jeanne voulait parler au niveau de l'action des députés. Et on va conclure là-dessus. Donc, allez-y, 2 minutes. Merci. Alors, nous sommes là tous les deux. pardon, je tiens à rectifier, je m'appelle Jean-Pierre Clément. Jean-Pierre, moi je vous dis quoi? Alors là, chapeau, hein. C'est squeezé. C'est pas grave. Donc, Daniel. nous sommes Jeanne et Laurent, nous faisons partie de Stop Linky Nord 91. Et comme disait à l'instant Bernard, nous avons, Patrick, pardon, nous avons fait un courrier à tous les députés et à tous les sénateurs non, je peux pas. qui est parti samedi et qui est relié par Vous êtes un peu près. qui co-signait par 99 collectifs qui sont répartis dans toute la Les France. drapeaux. Et bon, c'est un travail qui nous a pris depuis le mois d'octobre-novembre. On a beaucoup travaillé sur cette lettre. Et avec Stop Linky Nord 91, bon, on a maintenant finalisé quelque chose qui est parti donc samedi par mail à tous les sénateurs et à tous les députés en France. Et c'est relayé par l'ensemble des médias, que ce soit les médias presse, radio ou télévision, locaux ou nationaux. Donc il devrait y avoir des retombées. Un tout petit regret, c'est que la boîte à lettres mail d'un certain nombre de députés et de sénateurs est complètement pleine et donc les courriers sont revenus. Donc, bon. On peut les applaudir. Un grand bravo. Merci. Un grand merci à tous d'être venus. Un grand merci à nos intervenants qui ont été d'une qualité exceptionnelle. Un grand merci à